Écoutez, je suis ravie de vous accueillir donc, pour ce webinaire sur l'intelligence artificielle. Donc, je suis Anne-Christine Delourde pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, donc en charge de la formation auprès des professionnels du tourisme de la destination Paris-Île-de-France. Voilà, il y a 3 ans, fin 2022, ChatGPT faisait son apparition. Aujourd'hui, en 2025, c'est une véritable révolution qui est en marche. Hem, on peut aujourd'hui affirmer que l'IA est utilisée, est utilisée par tout le monde, et dans, tous les domaines, ou en tout cas des domaines de plus en plus variés. Notre objectif ce matin, il est triple. On va vous faire, un focus, des principes de base, de l'intelligence artificielle. Ensuite, on verra comment booster sa communication en utilisant l'IA. Sa communication touristique bien entendu, et comment on explore, grâce à des cas concrets, heu et comment on enrichit l'expérience, client, l'expérience visiteur. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir, Rémi Brétignoisy, l'expert en marketing digital, qui se présentera dans un instant. Et ce webinaire, se veut interactif. Alors, même si j'ai coupé, les micros et inspirant, mais vous avez, l'onglet conversation que vous avez vu, il est désactivé. Mais par contre, pour poser vos questions, vous avez, l'onglet Q&R, et je me ferai le relais, de toutes vos questions tout au long de la session auprès de Rémi, pour que voilà, ça donne un petit peu de souffle et d'interaction, pendant ce webinaire. Écoutez, ben, on va commencer. Rémi, c'est à vous. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour à tous, bienvenue. Merci d'être si nombreux ce matin. Donc, comme l'a dit Anne-Christine, on va parler d'intelligence artificielle. Donc, je vais dire juste quelques petits mots sur moi pour me présenter avant de commencer. Donc, moi, je suis formateur, ingénieur pédagogique. J'interviens dans les domaines du tourisme, de l'IA, de la communication et du marketing digital, donc appliqué au tourisme la plupart du temps. Mon parcours, il est assez varié dans le secteur du tourisme. J'ai travaillé dans le domaine des agences de voyage, donc plutôt sur la vente de voyages. J'ai été responsable de communication pour des agences de voyage également, mais j'ai travaillé aussi dans le réceptif, dans le tourisme réceptif, en tant que conseiller en séjour pour 2 offices de tourisme différents en région PACA. J'ai été propriétaire de meublés de tourisme, actif président d'une association de tourisme, etc. Donc j'ai quand même une vision assez globale du secteur, euh, qui me permet aujourd'hui de comprendre ce secteur et d'y appliquer en tout cas les principes d'intelligence artificielle et de communication à bon escient. Donc voilà, hein, je suis organisme de formation, j'ai une quinzaine de formations au catalogue. Et donc, comme vous l'a dit Anne-Christine ce matin, on va dérouler les 3 objectifs. Donc, les principes de base de l'IA, on va voir comment on booste la communication touristique pour ceux qui viennent d'arriver. Et ensuite, comment on améliore l'expérience client grâce à l'intelligence artificielle. Euh, Donc, je vais commencer par vous introduire l'IA et quels sont les concepts clés et les enjeux spécifiques au tourisme. Alors, l'IA, qu'est-ce que c'est? L'intelligence artificielle, on en entend parler un petit peu de partout en ce moment, depuis même maintenant quelques années. Alors, l'intelligence artificielle, la CNIL, hein, la Commission nationale d'informatique et liberté, le définit comme ça. C'est un procédé logique et automatisé qui repose généralement sur un algorithme et qui est en mesure de réaliser des tâches bien définies. D'accord? L'intelligence artificielle générative, puisque c'est d'elle qu'on parle quand on parle de ChatGPT ou alors des générateurs d'images, de vidéos, etc., hein, c'est bien de l'intelligence artificielle générative dont on parle. Elle permet de générer des contenus nouveaux à partir de bases de données.
Alors, juste quelques dates pour vous montrer que même si on en parle effectivement depuis l'arrivée de ChatGPT, ça date pas d'hier, hein, l'intelligence artificielle. On en a parlé pour la première fois en 1956. Donc, c'est John McCarthy, pardon, qui a introduit le terme lors d'une conférence scientifique. On a eu ensuite de véritables avancées de l'intelligence artificielle, notamment en 97. Certains peut-être d'entre vous se souviennent de cet événement. C'est une partie d'échecs qui s'est déroulée entre Garry Kasparov et le superordinateur IBM à l'époque qui s'appelait Deep Blue, donc qui était une machine quand même énorme. Rien à voir avec les ordinateurs qu'on connaît aujourd'hui. Mais en tout cas, durant cette partie d'échecs, donc c'est le superordinateur qui a gagné cette partie d'échecs, et ça soulignait vraiment, en fait, les avancées en termes de prise de décision et de stratégie du point de vue de l'intelligence artificielle. Voilà, ce dont l'intelligence artificielle était capable de faire en termes de stratégie. Puis, en 2012, s'est développé l'apprentissage profond. Peut-être certains ont entendu le terme anglais de deep learning. Le deep learning, en fait, c'est la capacité de l'intelligence artificielle à reconnaître certaines données, certaines informations à partir de la base de données. Alors, je vous explique comment ça s'est déroulé. À l'époque, on a fourni toute une base de données, plein de photos de chats à un ordinateur. Et ensuite, on a fait le test en montrant différentes photographies à l'ordinateur. Et puis, en piochant dans la base de données, il était capable de dire si la photo qu'on lui montrait, c'était un chat ou ça n'en était pas un. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage profond, le deep learning. Et c'est techniquement en fait possible grâce à la reconstitution d'un réseau de neurones hein, de manière informatique, un petit peu comme à la manière de notre cerveau à nous. En 2019, OpenAI lance la génération de texte. Alors là, la vraie révolution, hein, donc c'est l'arrivée de ChatGPT, hein, la naissance de ChatGPT, pas l'arrivée pour le grand public, mais en tout cas sa naissance. Et là, la grande révolution, c'est qu'on pouvait dialoguer avec un ordinateur euh, en langage naturel, c'est-à-dire que vous pouvez échanger désormais avec l'ordinateur de la même manière que quand vous échangez un mail ou un chat avec l'un de vos collègues. Voilà, hein, on pouvait s'exprimer puisque, à la différence de ce qu'on avait l'habitude de faire depuis les années 2000, c'était d'utiliser des mots-clés pour faire des recherches ou pour s'adresser à un ordinateur. Et là, désormais, l'ordinateur est capable de comprendre le langage naturel. Et en 2024, nouvelle révolution de la part de OpenAI qui lance la génération de vidéos. Donc, entre-temps, on a eu la génération d'images, mais en 2024, on a la génération de vidéos qui ne cesse de s'améliorer. Ces derniers temps, tous les 2-3 mois, on a une révolution sur la génération de vidéos, puisque c'est un outil qui, selon moi, hein, selon mon point de vue, nécessite encore quelques améliorations, mais qui avance très vite. Pour vous donner quelques chiffres pour montrer l'importance de l'intelligence artificielle aujourd'hui, 170 millions, c'est le nombre de postes d'emploi en fait qui vont être créés d'ici fin 2030 selon le Forum économique mondial. D'accord? Donc, dans le même temps, ce même Forum économique mondial estime la suppression de 92 millions de postes. En fait, la balance reste positive dans ce qui est prévu par le Forum économique mondial. Mais surtout, ce qu'il faut retenir de ces chiffres, c'est que c'est une véritable mutation du marché de l'emploi qui va intervenir, hein, qui est en cours même. Moi, je fais toujours cette analogie avec l'arrivée des machines-outils
sur les lignes de production. Vous savez, on a tous en tête ce film de Chaplin qui est en train de serrer les boulons à la chaîne, etc. Et puis ensuite, on a introduit les machines-outils qui étaient capables de serrer les boulons à la place des hommes sur les lignes de production. Eh bien, c'est un petit peu ça. Les personnes qui étaient en charge de serrer les boulons ont été formées et ont été réemployées, soit à l'entretien ou au pilotage des machines-outils. Eh bien, c'est un petit peu ce qui va se passer ici avec l'intelligence artificielle, c'est que certains postes vont être remplacés et les personnes dont les postes vont être remplacés devront être formées pour occuper d'autres postes et qui nécessitent en tout cas une intervention humaine plus approfondie. 44%, c'est le chiffre des entreprises françaises qui explorent aujourd'hui les outils d'intelligence artificielle. Et 9 de ces entreprises qui l'essayent, qui l'explorent, sur 10, affirment que l'intelligence artificielle leur permet d'avoir un avantage compétitif sur leurs concurrents. Donc voilà, c'est quand même un outil auquel on ne va pas pouvoir échapper. Alors, je vous parlais d'IA générative tout à l'heure, donc je vais vous faire le distinguo. Donc, on a les IA génératives, c'est bien sûr celles qui vont nous intéresser ce matin. C'est celles qui permettent de créer du contenu, de nouveaux contenus, pardon, à partir de contenus existants. C'est-à-dire, il va pouvoir générer des textes, des images, des vidéos, des sons, etc., etc. Les IA non génératives, c'est généralement celles que vous utilisez sans le savoir. Je donne cet exemple souvent. Parfois, moi, quand je me rends sur des lieux de formation, j'utilise l'application Waze. Eh bien, l'application Waze embarque de l'intelligence artificielle. C'est ce qui lui permet de prendre toutes les données de trafic, de travaux, etc. et de me suggérer le trajet le plus adapté pour atteindre mon point d'arrivée. D'accord? Donc ici, c'est l'intelligence artificielle qui va prendre en compte toutes les données, qui va mouliner tout ça et qui va me faire une recommandation. On a également les fameux cookies. Vous avez tous, même peut-être déjà ce matin, cliqué sur accepter les cookies sur un site web. Eh bien, les cookies, ce sont des données marketing sur la plupart du temps sur votre navigation web. Et ces données sont récoltées par les entreprises et réutilisées pour faire des recommandations de contenu ou d'articles que vous allez pouvoir acheter ou sur lesquels vous allez pouvoir être intéressé. OK? Alors, comment ça marche? Je vous disais, il y a tout un tas de données. Alors, les données, c'est ce qui permet de nourrir, d'entraîner les algorithmes, d'accord? Elles sont recueillies eh bien, via les données qui circulent sur le web. Il faut savoir que au départ, alors c'est plus vraiment le cas, mais à l'arrivée de ChatGPT, le gros des données qui permettait d'entraîner le modèle de ChatGPT, c'était des données issues de forums, de réseaux sociaux et de Wikipédia. Donc en termes de fiabilité des données, c'était pas vraiment ça. Aujourd'hui, on améliore cette fiabilité en nouant les entreprises d'intelligence artificielle nouent des partenariats avec différentes sources de données, notamment des journaux, etc., qui permettent d'avoir des données plus qualitatives. Donc ces données sont stockées sur des serveurs et on utilise ensuite les algorithmes. Les algorithmes, ce sont les règles qu'on a données. Par exemple, la règle de ChatGPT, pour vous la faire simple, qu'on lui a donnée, c'est de générer du texte. D'accord? Il y a aussi tout un tas de règles de respect de la morale, de l'éthique, etc., qui sont incluses. Mais la règle principale de ChatGPT, c'est de générer du texte et de répondre aux questions. D'accord? Donc ça, c'est, pour vous la faire schématiquement, le cadre qui est fixé à l'intelligence artificielle. Et puis, pour faire tourner tout ça,
on a des super puces électroniques qui permettent de traiter les données et d'exécuter les règles et les algorithmes qui ont été fixés auparavant. Euh, ah, Est-ce que ça va pour tout le monde là-dessus? Anne-Christine, on n'a pas de questions? Non? Allez, on continue alors. Alors, dans le tourisme, qu'est-ce que ça a induit? Aujourd'hui, on a différents cas d'application dans le tourisme. Le premier que je vais vous citer ici, c'est le cas d'Atout France, qui a inclus un chatbot qui permet aux utilisateurs du site d'Atout France, le chatbot s'appelle Marianne, et le chatbot permet à ses utilisateurs de faire réaliser des itinéraires sur mesure en France. D'accord? Donc, on va lui poser la question à ce chatbot en lui demandant je fais un séjour en Normandie de 3 jours, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Et le chatbot va conseiller à l'utilisateur un itinéraire et les principaux sites à visiter. Ok. On connaît tous hein, les chatbots, ça fait longtemps que ça existe sur différents sites, mais là, l'avancée en fait avec l'intelligence artificielle, c'est que euh, auparavant, souvent les chatbots, on avait des phrases qui étaient pré-rédigées et on cliquait sur une phrase prédéfinie et ensuite on avait une réponse prédéfinie à cette question. Aujourd'hui, on va pouvoir vraiment échanger en langage naturel avec ce chatbot et l'IA va être capable de nous faire une réponse, d'accord? C'est en ça que vraiment ça limite moins l'étendue des actions des chatbots. On a différents ADT aussi qui sont en train d'enrichir justement leur chatbot grâce à des solutions d'IA pour apporter des informations plus précises à leurs visiteurs. On a également des campagnes publicitaires qui sont comment dire, construites grâce à l'intelligence artificielle générative. Alors, en tout ou partie, hein, on a l'exemple, par exemple, du château de Chambord. Donc, on voit bien un petit peu l'esprit fantastique qui a été voulu dans cette campagne publicitaire. Donc, avec l'escalier à double révolution du château de Chambord qui a été transformé en ADN grâce à l'intelligence artificielle et les salamandres de François Ier qui ont été envahir le château. Donc là, on voit bien l'intervention de l'intelligence artificielle. Là où c'est plus difficile à discerner, hein, c'est sur la campagne de Chamonix-Mont-Blanc. Ici, Chamonix-Mont-Blanc a fait le choix d'utiliser en fait une photographie prise par un photographe de paysages réels, hein, en fait, pour faire la promotion de la destination. Et ce qui a été généré par l'intelligence artificielle, ce sont bien sûr les personnages et les animaux qui figurent au centre de l'affiche. Alors, en bas de l'affiche, si vous allez les rechercher sur le web, on a images générées par IA et sublimées par l'homme. Voilà, c'est une collaboration entre vraiment les compétences humaines et l'intelligence artificielle. On comprend ici l'intérêt d'une telle campagne. On sait, vous savez, tous, autant que vous êtes en office de tourisme, en ADT, en CRT, les restrictions budgétaires sont monnaie courante aujourd'hui, malheureusement. Il faut faire des coupes, il faut faire des économies. Et donc là, on comprend hein, que si Chamonix-Mont-Blanc avait dû faire appel à un dresseur de chamois ou de renard pour sa campagne publicitaire, eh bien le budget aurait été autrement plus conséquent. Et donc c'est un moyen de faire des campagnes créatives à des coûts plus modérés. On a également un autre exemple d'utilisation de l'IA qui est le cas de Anne Kerdy.
Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler. À l'origine, c'est pas vraiment une initiative du CRT de la Bretagne, ni même d'un pro du tourisme. C'est un jeune Breton qui a voulu faire une expérience et qui a créé, grâce à l'intelligence artificielle, le personnage d'Anne Kerdy, donc qui est une influenceuse entièrement créée grâce à l'intelligence artificielle. Et il a voulu donc, il a premièrement, pardon, créé donc l'image d'Anne Cardy et il a voulu pousser euh, l'expérimentation jusqu'à, euh, comment dire, confier les réseaux sociaux d'Anne Cardy à l'intelligence artificielle. Alors, confier est à mettre avec un bémol, puisque on a toujours Sébastien, qui est donc son créateur, qui fait toujours l'intermédiaire entre les commentaires qui peuvent être postés et les questions qui peuvent être posées à Anne Kerdy sur ses réseaux sociaux, hein. Vous pouvez la retrouver sur Instagram, sur LinkedIn, etc. Et la réponse qui est fournie par l'IA. Donc, hein, Sébastien prend les commentaires, les soumet à l'intelligence artificielle, et si la réponse correspond, hein, à l'image qu'il souhaite retransmettre de son influenceuse, eh bien, il la publie sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ça c'est une autre. Aujourd'hui, donc Anne Kerdy est une influenceuse à part entière. On a aussi certains entreprises du voyage qui ont fait le choix aussi d'une influenceuse virtuelle comme TUI par exemple. Alors pas en France, mais en Belgique et aux Pays-Bas. Ils ont créé Lena, hein, qui est aussi l'influenceuse de TUI Belgique et qui permet de faire la promotion de leurs produits touristiques. Est-ce que vous utilisez, vous, l'intelligence artificielle? Si oui, pourquoi faire? Mettez-nous un petit mot dans le question-réponse si vous avez la possibilité. Entre-temps, du coup, je profite pour questionner Anne-Christine. Est-ce qu'on a quelques questions? Non, Pas du pas de tout sur ce questions pour le chapitre? moment. Non. Allez, eh bien, le temps que vous nous communiquiez si vous utilisez déjà l'IA ou pas et dans quel cas, je poursuis un petit peu mon avancée. Donc, je vais aussi vous parler de la communication, hein, comment on va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour booster sa communication touristique. Vous le savez, aujourd'hui, on est dans la course au contenu, hein. Il faut, pour une destination, pour un hôtel, pour un site touristique, il faut être présent sur le web et donc il faut toujours poster plus de contenu, alors que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit via des blogs, que ce soit de la création d'articles pour de la presse web, etc., etc. Et parfois, c'est quelque chose qui peut être un casse-tête, puisque à force de poster et de poster régulièrement, on a parfois des pannes d'inspiration et on ne sait plus trop quoi poster. Eh bien, l'intelligence artificielle, ChatGPT en l'occurrence, et ses confrères vont pouvoir vous assister sur ce point-là. Alors, l'IA va pouvoir vous proposer des solutions créatives pour générer des contenus innovants, soit en termes d'images, de sons, de vidéos ou de textes, pour booster votre créativité également, hein, pour vous aider à avoir d'autres idées de posts, de publications d'articles, etc., sur les sujets qui vont être tendances, mais également pour vous aider à définir une stratégie qui sera adaptée à vos cibles de communication. Avant d'aller un petit peu plus loin, j'attire votre attention sur les limites de l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon, hein, de l'intelligence artificielle, les hallucinations. D'accord? Les trois principales limites
qui sont recensées, disons, dans l'intelligence artificielle, ce sont les suivantes. La première limite, c'est que les outils d'intelligence artificielle ont tendance à générer des informations erronées ou fictives. Alors là, c'est mon premier avertissement de la matinée. Attention, toutes les productions qui sont réalisées par intelligence artificielle doivent être contrôlées et vérifiées par vous-même, hein, par un humain, parce que vous n'êtes pas à l'abri d'une coquille, d'accord? En fait, l'intelligence artificielle ne sait pas dire qu'elle ne sait pas faire ou qu'elle n'a pas l'information, d'accord? Donc, quand elle n'a pas l'information sur la question que vous allez lui poser ou la tâche que vous allez lui demander de réaliser, eh bien, l'intelligence artificielle va, aller rechercher dans ses bases de données des informations qui vont se rapprocher plus ou moins de ce que vous lui avez demandé et vont croiser des informations qui peut-être parfois n'auraient pas lieu d'être croisées pour vous donner une réponse qui sera tout aussi approximative que les données qu'elle sera allée chercher. D'accord? Je donne souvent cet exemple, moi, qui m'est arrivé au tout début de mon utilisation de ChatGPT. J'ai voulu faire le test. À l'époque, j'avais toujours mon meublé de tourisme et j'ai voulu générer mon petit livret, mon petit guide d'accueil, vous savez, qui me permettait de donner les informations principales du logement, mais aussi de donner les informations touristiques sur les environs. Et à la fin du guide, j'avais noté, une rubrique qui permettait d'avoir les numéros et les adresses utiles, d'accord? Donc, ChatGPT m'a très bien généré l'ensemble du guide, sauf que quand je me suis penché de plus près sur cette rubrique sur les numéros et les adresses utiles, je me suis rendu compte qu'il m'avait inventé 3 pharmacies dans la ville dans laquelle je me situais alors qu'il n'en existait réellement que 2. Qui m'avait inventé un hôpital alors que je n'avais pas d'hôpital sur mon territoire, enfin en tout cas sur la commune. Donc voilà. En fait, il n'avait pas les informations, mais il m'a inventé des informations qui étaient probables et qui étaient crédibles en tout cas. Donc vérifiez toujours ces informations. Vous allez me dire, oui, mais cet exemple, Rémi, ça date d'il y a quand même quelques années maintenant. Aujourd'hui, ça n'arrive plus. Eh bien, si, ça arrive toujours, puisque j'ai eu l'exemple il y a encore une semaine où j'ai voulu écrire un article de blog pour mon site web, pour toujours, hein, vous le savez, attirer un petit peu du trafic vers mon site web. Et j'ai voulu écrire un article de blog sur les agences de voyage et leur utilisation, et les cas d'utilisation en tout cas, qui pouvaient être faits dans les agences de voyage de l'intelligence artificielle. Donc, je lui ai demandé d'aller rechercher dans des articles qui avaient été publiés sur le web, des cas d'utilisation et des témoignages, et de me rédiger un article de blog avec les différents cas qu'il aurait trouvés. Donc, il m'a bien rédigé l'article de blog, effectivement, et il m'a cité donc les sources, les articles de blog et de presse qu'il avait trouvés pour rédiger mon article de blog. Sauf que connaissant un petit peu la machine et la manière dont elle fonctionne, j'ai voulu aller vérifier les informations. Donc je clique sur le premier lien qu'il citait en source et quand je suis arrivé sur la page, on m'a dit erreur 404, la page n'existe pas. Je me dis bon, parfois vous savez, les articles de blog, le lien change, varie, donc ça peut être une erreur. Donc je clique sur le second lien qui me citait en source, et puis rebelote, erreur 404, la page n'existe pas. En fait, il m'avait généré des liens donc qui étaient tout à fait crédibles, hein, Tourmag, slash article, etc., l'IA chez Selectour, etc.
Sauf que, eh bien, ces liens n'existaient pas, ils avaient été totalement inventés par ChatGPT. Donc voilà. Donc c'est pour vous dire que ça existe toujours. Vérifiez toujours les données qui sont générées par l'intelligence artificielle, sinon vous risquez eh bien, de mettre en cause votre propre crédibilité dans ce que vous publiez. D'accord? La deuxième limite dont je voulais vous parler ce matin de l'intelligence artificielle, c'est sa difficulté à discerner les requêtes ambiguës ou les doubles sens. D'accord? Nous, en français particulièrement, on a tendance à utiliser des sens cachés, l'ironie, etc. C'est ce qui fait toute la beauté de notre langue. Néanmoins, l'intelligence artificielle étant, en tout cas la plupart des outils d'intelligence artificielle étant propulsés par des sociétés américaines ou chinoises, ils ont des difficultés à discerner justement ces doubles sens, ces sens cachés, hein, voilà. Et puis c'est quand même propre aux Français. Euh, donc voilà, lorsque vous vous adressez et que vous soumettez une requête à ChatGPT, eh bien restez factuel. Chaque mot doit avoir son utilité. N'utilisez pas de formules littéraires. On ne fait pas de littérature, c'est vraiment quelque chose de factuel. Et la troisième limite dont je voulais vous parler, ce sont les biais présents dans les données d'entraînement. Alors moi, je distingue deux sortes de biais qui peuvent être présents dans ces données hein, sur lesquelles va s'appuyer l'intelligence artificielle. Le premier que je distingue, ce sont les biais involontaires qui seraient glissés dans les données d'entraînement. Donc ça, ce sont des erreurs qui malheureusement ont été récupérées sur le web et qui ont été stockées dans la base de données et qui malheureusement induisent l'intelligence artificielle en erreur. Je donne un exemple. Si dans les données de l'intelligence artificielle, il a été stocké eh bien, que Paris se situe en Allemagne, eh bien, quand vous allez lui poser la question, l'intelligence artificielle va vous répondre mordicus que Paris se situe en Allemagne. D'accord? Donc, voilà, ça, ce sont des biais involontaires, hein, des erreurs qui auraient pu se glisser parmi les données d'entraînement. Alors là, j'ai volontairement grossi le trait, évidemment, hein, mais voilà, hein, ce sont des erreurs beaucoup plus fines et beaucoup plus difficiles à détecter. Donc, vous restez l'expert hein, de ce que vous allez publier, et donc, c'est vous qui restez le garant. Donc, allez toujours vérifier. Et le deuxième biais que je liste, c'est les biais volontaires. Alors là, c'est plus insidieux. Comment dire? On a un exemple d'une intelligence artificielle qui s'appelle DeepSeek. Peut-être que certains parmi vous en ont entendu parler. DeepSeek, c'est toujours hein, d'ailleurs une intelligence artificielle qui a été créée par une entreprise chinoise qui a été révolutionnaire à son arrivée par sa technologie, puisque tous les modèles d'intelligence artificielle étaient capables, jusqu'à l'arrivée de DeepSeek, de tourner uniquement grâce à des puces électroniques haut de gamme. Et DeepSeek a montré que elle était capable de tourner sur des puces électroniques de moyenne gamme, d'accord? Et donc, ça a d'ailleurs provoqué un petit sursaut de certaines entreprises du numérique, comme Nvidia par exemple, à la bourse, qui avait planifié son évolution des années futures sur la production de puces haut de gamme. Mais c'est pas pour ça que je vous parle de DeepSeek. J'ai fait une petite digression. Mais DeepSeek, le biais qui était présent dans les données d'entraînement de DeepSeek vient du fait que c'est une intelligence artificielle propulsée par une entreprise chinoise. Alors, qui dit entreprise chinoise dit il fallait respecter une compatibilité avec le régime politique chinoise et ne pas froisser, en tout cas, ce régime politique pour ne pas se faire censurer la totalité de l'outil. D'accord? Et donc, si on posait la question sur les événements de la place Tiananmen, hein, que vous connaissez tous,
les événements tragiques de la pièce Tiananmen, eh bien, cette intelligence artificielle avait une interprétation tout aussi chinoise compatible. Voilà, hein, on avait quelque chose, une réalité un petit peu modifiée pour être compatible avec le régime chinois. Donc ça, c'est vraiment un biais dans les données d'entraînement, mais qui était volontaire, volontairement induit dans les bases de données de DeepSeek pour respecter la politique gouvernementale chinoise. D'accord? De manière plus légère, ou pas d'ailleurs, on a aussi un exemple plus récent, en tout cas, vous le savez, Donald Trump a, il y a quelques années, été exclu du réseau social Twitter. Et lorsqu'il a été exclu de ce réseau social, il a créé son propre réseau social. Aujourd'hui, il a créé donc sa propre intelligence artificielle qui présente aussi un biais d'entraînement. Et le biais d'entraînement que présente cette intelligence artificielle, c'est qu'elle est toujours d'accord avec Donald Trump. Voilà. Donc, ça fait toujours sourire, mais voilà. Donc, je suis pas allé tester l'outil parce que je vois pas grand intérêt, mais en tout cas, voilà, ce sont deux cas de biais volontairement induits dans les bases de données. Donc, vérifiez toujours ce qui peut être généré par l'IA. Anne-Christine, je reviens vers vous. Est-ce qu'on a des Non, pas de témoignages? question. Non. Alors, je ne sais pas si les gens ont très bien compris, mais donc je vous le redis, le mode conversation est désactivé. Il faut aller juste dans l'onglet à côté qui est Q&R, questions et réponses. Voilà, mais pas de retour. Mais peut-être que les gens n'avaient pas très bien compris. Ok, pas de souci. On continue alors. Donc, je vous ai parlé depuis le début de ChatGPT, mais il n'existe pas que ChatGPT aujourd'hui sur le marché. Je vous ai parlé également de DeepSeek, mais il existe aussi Copilot, hein, qui est une intelligence artificielle qui est propulsée par Mistral AI, n'importe quoi, je dis n'importe quoi, Microsoft. Copilot, c'est Microsoft. On a Gemini qui est propulsé par Google. Et on a justement le chat qui est propulsé par la société française Cocorico, Mistral AI, qui d'ailleurs, si je ne m'abuse, est implanté en région parisienne. Alors, ce qui est intéressant, juste quelques mots sur Mistral AI, ce qui est intéressant sur cet outil, c'est justement qu'elle est implantée en France. Parce que, pour plusieurs raisons. La première raison est, pour moi, la raison majeure, c'est que qui dit implantation en France dit que cet outil est soumis à la réglementation européenne sur la gestion des données, la fameuse RGPD. Et donc, ce qui veut dire que quand vous allez utiliser cet outil, vous allez pouvoir sélectionner ou non avoir la possibilité de dire à Mistral AI que de ne pas donner l'autorisation, pardon, à Mistral AI de réutiliser les données que vous allez mettre quand vous allez utiliser l'outil pour entraîner les modèles. D'accord? Alors, vous avez aussi cette option sur les autres outils, mais les autres outils étant basés pour la plupart aux États-Unis ou en Asie, on a peu de contrôle sur la gestion des données. Ici, l'Europe, avec Mistral AI, l'Europe veille à justement le respect et la protection des données. Donc voilà, c'est très intéressant. Ce qui me permet d'attirer votre attention sur le fait que lorsque vous utilisez une intelligence artificielle, quelle qu'elle soit, ne mettez absolument aucune donnée sensible à l'intérieur, car ces données, les données que vous mettez dans l'outil quand vous lui posez des questions, quand vous chattez avec lui, eh bien, sont susceptibles d'être réutilisées pour entraîner les modèles et pour enrichir, encore une fois, l'outil. D'accord? Donc, ne mettez absolument aucune donnée sensible dans ces outils. Donc,
l'ensemble de ces outils-là dont je vous parle possède une version payante, mais vous pouvez faire déjà beaucoup de choses sur l'accès gratuit, d'accord, de chacun de ces outils. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les tester, les différents outils, parce que je trouve qu'ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Il y a certaines personnes, en fonction de ce que vous réalisez comme tâche, qui préfèrent les uns ou les autres. Donc voilà, n'hésitez pas. Je voulais aussi revenir sur la notion de prompt. La notion de prompt, donc le prompt, c'est la requête que vous allez taper dans ChatGPT, dans Gemini, dans Mistral AI ou dans Copilot, par exemple, pour réaliser une tâche en particulier ou pour voilà, lui poser une question, etc. Donc voilà, et ça n'est pas une recherche Google, d'accord? On nous a appris depuis l'arrivée des moteurs de recherche dans les années 2000 à fonctionner donc avec des mots-clés, hein, tourisme plus Paris, tourisme plus Île-de-France, etc., etc. Aujourd'hui, un prompt, c'est beaucoup plus détaillé que ça. Vous allez le voir juste après. Ça peut être une simple phrase, mais ça peut être vraiment beaucoup plus long. Donc il faut être vraiment, au plus vous allez être dans la rédaction de votre prompt précis et donner des éléments de votre contexte, etc., au plus la tâche qui va être réalisée par la machine correspondra à ce que vous attendez vraiment. D'accord? Ça va jusque-là? Pas de questions? On poursuit. Donc, voici un exemple de prompt que je vous donne. Donc, je donnerai la présentation à Anne-Christine qui vous transmettra ça hein, sur la plateforme pro, j'imagine. Et donc, vous pourrez voilà, récupérer tout ça directement, ce prompt, pour vous en servir et l'adapter, en tout cas, à votre structure. Donc ici, c'est un prompt pour définir ou redéfinir sa stratégie de communication. Donc là, il y a une page et une deuxième page. Je vais vous montrer, je vais basculer de fenêtre, je vais me rendre dans ChatGPT pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Hop, juste le temps pour moi de basculer. Alors, hop, comment on fait pour changer de fenêtre? C'est pas grave, on fait comme ça. Voilà. Donc, ici, vous avez donc l'interface de ChatGPT hein, qui se présente à peu près comme ça. Et donc, j'ai déjà fait le test, hein, pour que la présentation soit un peu plus rapide. Donc, j'ai copié hein, tout simplement le prompt que je vous ai donné et je l'ai collé dans ChatGPT pour m'aider à réaliser une stratégie de communication touristique. Donc, ensuite, ChatGPT m'a répondu. Avant de lancer l'analyse stratégique, je vais te poser une série de questions pour bien cerner le contexte et produire un diagnostic vraiment pertinent. Commençons par la première question. Peux-tu me préciser le type exact de structure dont il s'agit? Donc là, je lui dis que c'est un office de tourisme. Il me pose donc une deuxième question en me demandant le territoire qui était concerné. Donc je lui ai donné mon exemple. Ici, moi, je suis situé dans le Luberon, donc je lui donne l'exemple de Luberon Sud Tourisme qui regroupe plus d'une dizaine de communes. Donc ça lui donne les éléments de contexte. Il me pose une troisième question. Quels sont les objectifs prioritaires en matière de développement touristique pour cet office de tourisme sur les 2 à 3 prochaines années? Donc là, j'ai un peu fait de digression. Je ne sais pas vraiment quels sont les objectifs de l'office de tourisme Luberon Sud Tourisme, mais c'est pour l'exemple.
Donc, je lui ai dit que c'était de développer la notoriété à l'international. Il me dit excellent, c'est un objectif ambitieux. Il me pose une quatrième question. Est-ce que tu peux me préciser les publics cibles principaux que Luberon Sud Tourisme souhaite toucher dans sa stratégie internationale? Donc, je lui réponds que c'est une clientèle européenne familiale, des jeunes couples et des seniors en quête de calme et d'authenticité. Il me pose une cinquième question. Quelles sont selon moi les principales contraintes ou enjeux spécifiques du territoire? Donc, je lui ai dit, on a une faible enveloppe budgétaire, un territoire qui comprend de nombreuses communes avec chacune ses spécificités et ses volontés politiques, une faible capacité d'hébergement et une saisonnalité importante. Il me pose une dernière question. Quelle est l'image actuelle du territoire? Donc, je lui réponds que l'image actuelle, c'est que c'est une annexe du Luberon central plus connu. Il me dit OK. Et donc, il me demande si je souhaite qu'il réalise donc la stratégie. Donc, je le lance sur la réalisation. Donc, voici ce qu'il me fait, un diagnostic, un petit rappel des objectifs, des contraintes, des enjeux. Il me fait un diagnostic stratégique des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces du territoire. Quelque chose d'assez cohérent et complet. Il me fait une analyse aussi de l'environnement, d'accord, politique, économique, socio-culturel, technologique, etc. Il me donne une carte des parties prenantes sur mon territoire et il réalise aussi le ciblage et le positionnement. Donc, en me donnant des axes de communication, les objectifs de communication à moyen et long terme, et ensuite une stratégie de communication canal par canal. D'accord? Ici, on a toute la partie digitale, on a toute une partie communication print et institutionnelle, et une communication in situ, avec la signalétique, les espaces d'accueil, etc. Donc, vous voyez qu'on a déjà quelque chose de très complet. Alors, juste pour revenir là-dessus. Moi, personnellement, en tout cas, et c'est ce que j'induis dans mes formations, je considère toujours que l'intelligence artificielle, c'est vraiment une base de travail. D'accord? Ici, on a une bonne base de travail. Ensuite, c'est moi qui garde l'expertise du territoire. C'est à moi de vérifier les informations, d'ajuster la stratégie en fonction des objectifs que je me suis fixés et de rajouter des informations ou de réorienter, si besoin, certaines informations. D'accord? Donc, vous restez l'expert de votre territoire, de votre destination, de votre site touristique, mais l'IA peut vous faire gagner quand même beaucoup de temps sur la structuration et sur les informations à ne pas oublier. Est-ce que ça va, Anne-Christine? Oui, ça va. Allez, Il n'y a pas de super. questions-réponses. Je vais rouvrir, je pense, le mode conversation parce qu'a priori, Ça on a des fonctionne pas? soucis avec... D'accord. voilà, donc je suis en train de le faire. Super. Donc, vous pourrez bientôt passer par le mode conversation. Je vous donne un autre exemple. Ici, c'est... pardon, j'ai fermé le partage, mais je vais... Donc, je vous ai donné le prompt aussi, hein. Vous le verrez tout à l'heure dans ma présentation. Je vais repartager ma petite fenêtre. Donc, ici, j'ai conçu un autre prompt pour vous, hein, que je vous donne dans la présentation. C'est un prompt qui va permettre de générer des idées de contenu à publier sur le réseau social Facebook. Donc pareil, c'est un prompt que vous pouvez réajuster en fonction de votre cas concret, de votre destination. Donc voici le prompt que j'ai copié et que j'ai collé tout simplement. Donc il me repose les questions, hein, puisque c'est une autre conversation, hein, c'est un autre chat à part entière sur la destination précise.
Il me repose des questions sur les atouts touristiques que je souhaite valoriser sur mon territoire. Il me pose ensuite les questions sur la période et la saison que je souhaite cibler sur ma campagne et quels sont les segments prioritaires à cibler sur cette campagne. Ensuite, il me pose une dernière question. Ici, il me pose la question sur les événements, les nouveautés ou les offres particulières que je souhaite mettre en avant cet hiver sur ma destination. Alors, je lui ai du coup fourni directement, hein, vous voyez, un PDF de l'agenda issu du site web de l'Office de tourisme pour qu'il prenne en compte toutes les dates qui sont prévues sur le territoire directement. D'accord? Donc, il va aller piocher directement dans l'agenda pour me faire des suggestions. Donc, il me dit, OK, j'ai parcouru l'agenda. Voici les principaux temps forts, les marchés de Noël à Villelor, à Saint-Martin-de-la-Brasquée, à Grandbois, le salon des Centeniers, le concert Vivaldi et Noël, etc., etc. Et il me dit, j'ai donc tout ce qu'il faut pour élaborer 5 idées de publication. Alors, je vous montre juste la petite astuce. C'est ici, vous voyez, là, c'est l'endroit où vous tapez vos questions, vos réponses et vos prompts à ChatGPT. Ici, vous avez un petit plus qui vous permet d'ajouter des photos ou des fichiers et c'est de là que je vais aller chercher le PDF pour le joindre directement à la conversation. D'accord? Donc, il me demande si je souhaite plutôt que ça soit orienté sur la féerie de Noël et l'art de vivre ou plutôt les événements, le patrimoine, les expériences sensorielles. Donc, je lui dis plutôt sur la féerie de Noël et l'art de vivre. Et donc, voilà, il me suggère maintenant 5 idées de publication. Il me génère 5 idées de publication pour Facebook avec donc le message, avec les visuels, des idées de visuels que je peux joindre à ma publication et le call to action, hein, ce qui va inviter les visiteurs à cliquer et à se rendre sur le site de l'Office de tourisme ou à procéder à une réservation, etc. Euh, donc voilà pour ici le prompt qui vous permet de générer des idées pour Facebook. Je reviens dans ma présentation Canva, qui est là, qui a disparu, je ne sais pas pourquoi. Hop. Alors, en attendant que je réouvre, j'ai vu effectivement une question passer, du coup, qui me dit, il y a pas tout qui est possible, tout n'est pas possible avec un plan gratuit. Alors, oui et non. En fait, le plan gratuit permet, vous avez un nombre de questions limité. C'est ça qui m'est dit dans la question, pardon. Alors, vous avez un nombre de questions très limité si vous utilisez la version gratuite de ChatGPT sans créer un compte, même gratuit. À partir du moment où vous créez un compte, même gratuit, sur ChatGPT, ça débloque un nombre de questions qui est suffisant pour faire ce que je vous ai montré. D'accord? Donc, il faut vraiment créer un compte. Je vous invite à créer un compte, même gratuit. Euh, la version payante vous permettra de débloquer d'autres fonctionnalités, mais la version gratuite vous permet quand même de faire quelque chose comme je vous ai montré. Je continue. On a, Ouais, vas-y, on a allez-y. une question pour ce qui est du prompt, faut-il faire un gros prompt ou écrire au fur et à mesure de ce que l'on veut? J'avais entendu dire qu'il valait mieux au fur et à mesure. Alors, euh, pour moi, au plus vous donnez d'informations dans le prompt initial par rapport à votre contexte, au plus la réponse qui va vous être formulée va correspondre à vos attentes, en fait.
Pour ce qui est d'y aller au fur et à mesure, moi, je vous conseille de ne pas lui faire réaliser plusieurs tâches à la fois. Je vous conseille de lui faire réaliser une tâche à la fois, hein. Par exemple, ne pas lui faire faire une recherche plus, je ne sais pas, la rédaction d'un poste, mais plutôt de faire d'abord un prompt et de faire la recherche, et ensuite de lui faire réaliser la rédaction du poste à partir des recherches. Voilà. Il faut segmenter les tâches. Mais par contre, donner un maximum d'informations liées à votre contexte et à ce que vous souhaitez faire, ça permettra vraiment d'avoir des réponses qui sont plus précises. J'ai une autre question à propos de Mistral AI. Hmm. Vous avez annoncé 3 particularités, mais a priori, vous n'avez parlé que du respect de le RGPD. Ah, alors, particularité de Mistral AI, donc c'est que j'ai parlé de trois particularités, peut-être. Alors, effectivement, il y a la RGPD, premièrement. Deuxièmement, c'est que il y a souvent beaucoup plus de fonctionnalités qui sont données à titre gratuit sur Mistral AI plutôt que sur les autres outils. En fait, souvent, Mistral AI est précurseur sur ça. Il donne en libre accès certaines fonctionnalités qui sont payantes chez d'autres outils. Et la troisième particularité, c'est qu'il a des partenariats, notamment avec l'agence France Presse, avec Le Monde, en termes de données pour entraîner ces modèles. Et ce qui fait que donc, on a des données beaucoup plus qualitatives, hein, pour l'entraînement des modèles. Une autre question, en dehors de la rédaction d'un post, lorsqu'il faut créer des dessins, illustrations, y a-t-il d'autres outils spécifiques en dehors de ChatGPT? Canva est un bon outil, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Ça, on pourra Super, peut-être faire une petite liste, je ne sais pas, ou donner. merci pour la transition. Parfait. On y va. Je vous ai fait une petite liste donc d'outils, hein, que j'utilise et que je montre dans mes formations. Effectivement, il y a différents outils. Donc, je vous ai regroupé ici les agents conversationnels dont on a parlé, ChatGPT, Gemini, Mistral, Claude ici, Copilot. Ici, on a Perplexity qui est aussi un agent conversationnel, hein, qui permet de faire des recherches essentiellement. Ici, on a pas mal de générateurs d'images. Ici, on a Recraft, qui est un outil qui est quand même assez intéressant, je trouve. On a Ideogram. On a Google qui, grâce à Gemini, permet aussi, hein, de générer des images, tout comme ChatGPT permet aussi de générer maintenant des images avec la version gratuite. On a Leonardo, qui est aussi un outil sympa pour la génération d'images. Voilà, on a des générateurs de vidéos. Alors ici, Sora, c'est le générateur de vidéos de OpenAI, donc la société mère de ChatGPT. Celui-ci est uniquement inclus dans l'abonnement payant de ChatGPT. On a Runway, qui est un outil aussi qui dispose d'une version gratuite. Google AI Studio, qui vous permet aussi de tester son outil VEO, pour la génération de vidéos. On a ici Agen, c'est un outil dont je vais vous parler juste après. Les générateurs de son comme Suno, qui permet de générer des musiques et des bandes sonores. On a Eleven Labs qui lui permet de générer des voix. Et on a les assistants bureautiques, comme je les appelle, Gamma, qui permet de générer des présentations type PowerPoint, Notebook LM, qui permet de faire pas mal de choses aussi, et Canva, comme on l'a dit effectivement dans votre question. Alors, tous ces outils-là qui sont présentés sur cette slide sont accessibles de manière gratuite. Alors, avec des fonctionnalités réduites ou avec un nombre de crédits maximum par jour ou par semaine ou par mois en fonction des outils. Mais tous ces outils, à part Sora,
sont accessibles en version gratuite, et c'est les outils, moi, que je montre et que je fais tester à mes apprenants en formation. Donc voilà, ils sont utilisables vraiment de manière gratuite. Et donc, il y a HeyGen, qui est un générateur de vidéos dont je voulais vous parler, parce qu'il peut être, je pense, très intéressant dans le secteur du tourisme. Donc, c'est ici une petite vidéo que moi, j'ai réalisée pour m'amuser sur TikTok, sur mon territoire, donc le village dans lequel j'habite qui s'appelle Cadenet. Donc, je vais vous montrer la version originale que j'ai faite donc en français, hein, quand moi je parle. Et ensuite, je vous montrerai la version comment dire, traduite en japonais grâce à l'outil HeyGen. D'accord? Donc, je ne parle absolument pas le japonais, mais vous verrez, c'est quand même assez bluffant. Donc, je vous montre la version en français d'abord. Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'un des nombreux villages perchés du Luberon, Cadenet. Au Moyen-Âge, les seigneurs locaux font construire un château sur les fronts rocheux qui dominent le village, ce qui leur permettra d'avoir le contrôle sur une partie de la vallée de la Durance. Aujourd'hui, du château médiéval ne reste malheureusement que quelques morceaux des remparts et les greniers creusés à même la roche. Allez, je vous emmène visiter ? Donc voilà pour la version en français, et donc je vais vous passer uniquement la première partie, la partie où je parle en japonais, puisque c'est cette partie qui nous intéresse. C'est parti. こんにちは、今日はレブロンの多くの村の一つを発見することを提案します。カデネーズです。10時、地元の霊樹たちは村をミノロス川の土器の上に巨像を見てました。これにより彼らはデュランス谷湖の一部を支配することができました。残念ながら今日では10時の章のメモロはわずかに商品の一部と顔に掘られた倉庫だけです。さあ皆さんを案内しますよ。Voilà, alors ce qui est intéressant ici avec cet outil, c'est que ma voix est synthétisée, hein, on garde mon son de voix, et on garde aussi, on a un lip sync, hein, les mouvements labiaux qui sont tout à fait synchronisés avec le japonais. Donc on imagine, voilà, ça pour de la réalisation de contenu multilingue sur vos réseaux sociaux pour toucher différents publics. Ça peut être très intéressant, par exemple, si vous réalisez des interviews avec comment dire, des acteurs locaux, etc., etc. Donc ça peut être un outil qui est très intéressant. Et donc ça, c'est utilisé, ça a été réalisé avec la version gratuite de HeyGen. Alors souvent, la question qu'on me pose sur cette vidéo, c'est « Oui, mais alors, comme tu ne parles pas japonais, comment tu peux nous dire que c'est vrai ?» C'est ce que j'allais poser comme question. Et ouais, voilà. Et donc, c'est une question tout à fait légitime. Mais en fait, j'ai fait le test avec une version en anglais et aussi une version en espagnol. Et je peux vous certifier que les traductions sont tout à fait correctes. Très bien. Voilà. J'ai une question, Rémi. Bonjour. Comment les droits liés aux images et vidéos sont-elles utilisés dans l'intelligence artificielle? Peut-on utiliser librement toutes les images et vidéos? Voilà. Alors, ça c'est une très bonne question.
je vais essayer de faire court. Aujourd'hui, d'un point de vue légal, la France a un petit retard là-dessus. C'est un petit peu dû au remaniement politique récurrent de ces derniers mois. Donc, du coup, en termes de législation, on n'a pas une loi écrite dans le marbre sur les droits d'auteur sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, la seule chose, c'est un rapport du ministère de la Culture qui a été établi et qui dit que les créations assistées par intelligence artificielle, donc que ce soit des images, etc., sont susceptibles de se voir attribuer les droits d'auteur. C'est-à-dire que la personne qui va taper le prompt sera propriétaire des droits d'auteur. D'accord? Mais, comme il existe toujours un mais, en fait, il faut rajouter un petit bémol à cette règle, c'est-à-dire que lorsque vous utilisez des outils qui sont gratuits, la plupart du temps, il existe dans les conditions générales d'utilisation de l'outil une mention qui dit que tous les contenus générés avec la version gratuite de l'outil appartiennent à la plateforme elle-même. D'accord? Si vous prenez la version payante de la plateforme, vous récupérez les droits de vos créations, mais tant que vous utilisez les versions gratuites, officiellement, les droits appartiennent à la plateforme. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas eu de procès, en tout cas médiatisé, entre une plateforme de génération et un créateur, mais j'imagine que ça va arriver. Et c'est aussi valable pour les images et les vidéos, mais aussi pour les textes, d'accord? Puisque si vous utilisez un texte que vous publiez ensuite un livre, eh bien, faites attention au niveau des droits. Allez, s'il n'y a pas d'autres questions, je passe à l'expérience. Pour créer l'IA pour créer des expériences touristiques innovantes. Alors ici, j'ai recensé quelques expériences qui, je trouve, sont remarquables grâce à l'intelligence artificielle. Donc, première expérience que j'ai recensée, c'est l'Office de tourisme de Annecy qui a généré, grâce à l'intelligence artificielle, un film immersif sur le Annecy d'avant. D'accord? C'est une vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube. Donc, je vais vous en montrer un petit extrait, mais vous pourrez aller la regarder en entier. Ils ont en fait utilisé des photographies, des cartes postales, etc., qu'ils ont animées, qu'ils ont recolorisées grâce à l'intelligence artificielle. Je vous montre un extrait. Bonjour, je suis Camille Dunant, premier président du syndicat d'initiative d'Annecy, créé en 1895. Pour ses 130 ans, je suis heureux de vous montrer ce qu'était Annecy et ses environs à cette période. Grâce à l'intelligence artificielle, je redonne vie à de vieilles photos. Voilà, donc je vous laisserai aller voir la suite de la vidéo. Normalement, il y a même une seconde version qui vient d'être publiée. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant aussi, voilà, pour vos expositions, qui peut être utilisé pour améliorer l'expérience de vos visiteurs.
Puisque je parle d'exposition, je vais vous parler de l'innovation grâce à l'intelligence artificielle mise en place par le musée d'Orsay sur Vincent van Gogh. Donc ça a été aussi répliqué au musée Arthur Rimbaud de Charles de Villemézières. Je vais vous montrer une petite vidéo. Donc c'est une borne qui permet de dialoguer avec Van Gogh et avec Rimbaud. Grâce au petit bouton blanc là que vous voyez en bas de la borne, vous appuyez dessus et vous parlez comme si vous parliez avec Rimbaud ou Van Gogh, et lui vous répond sur sa vie, etc., avec la voix qui a été synthétisée, etc. Je vous montre la petite vidéo pour que vous voyez comment ça fonctionne. J'ai créé de nombreux chefs-d'œuvre, dont le célèbre tableau Champ de blé au corbeau. Il s'agit bien du jumeau numérique de Vincent van Gogh. Dès aujourd'hui, vous pourrez avoir un tête-à-tête avec le célèbre artiste dans cette exposition au musée d'Orsay à Paris. Elle se consacre aux œuvres réalisées 2 mois avant sa mort à Auvers-sur-Oise, au nord de Paris. En plus d'une 50aine de ses toiles, l'exposition propose aux visiteurs de discuter avec son intelligence artificielle. Alors le but, c'est qu'il parle de la vie de Van Gogh, de ses œuvres. Donc il y a bien sûr des questions qui reviennent très régulièrement. Par exemple, pourquoi il s'est coupé l'oreille, qu'il nous parle de la nuit étoilée ou des tournesols. Mais l'immersion numérique ne s'arrête pas là. Les visiteurs peuvent se plonger dans une expérience de réalité virtuelle. On met un casque et on voyage à travers les œuvres de Vincent van Gogh. En fait, on voyage à travers sa palette. Donc on rentre vraiment dans ses couleurs. C'est très poétique, hein, et c'est aussi documenté sur le plan historique. C'est-à-dire que la belle histoire qui est racontée a pour source des données scientifiquement valables, historiques, que j'ai eu l'honneur de pouvoir fournir. Vincent van Gogh a peint en 70 jours 74 toiles avant de mourir à 37 ans. Voilà, donc encore une innovation en termes d'IA qui permet d'enrichir l'expérience touristique. 2 ans. Je voulais aussi vous montrer encore 2 petits exemples. Le premier, c'est le Moulin Basile à Flixecourt. C'était vraiment pour vous montrer qu'il n'y a pas que les grands territoires qui utilisent l'IA et qui innovent en fait, et qui se permettent d'innover grâce à l'intelligence artificielle. Donc ici, c'est l'animation d'un site, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Entièrement restauré par la commune, le Moulin Basile est ouvert au public tous les jours grâce à un aménagement numérique porté par la communauté de communes Nièvre et Somme. Découvrez l'histoire du territoire grâce au QR code. Attention, souriez, vous êtes photographié. Entrez et rencontrez Basile. Je vous souhaite la bienvenue dans mon moulin. Découvrez les richesses du territoire grâce à la projection de vidéos sur le mur. Un hologramme vous explique même le fonctionnement du moulin. Retrouvez toutes les informations concernant les horaires d'ouverture sur notre site internet. Voilà, donc ici, là, dans cette initiative, en fait, l'IA a été utilisée pour l'hologramme du fondateur du moulin, on imagine, et qui vous explique le fonctionnement du moulin, et pour son animation. Et dernière innovation touristique que je vais vous montrer, qui est intéressante parce qu'elle correspond à votre territoire, elle va arriver sur votre territoire, c'est à Paris, puisque c'est la société Toutbus qui a présenté cette innovation d'intelligence artificielle au dernier salon Vivatech, qui lance un agent conversationnel pour renouveler la visite de ville. Donc, je m'excuse par avance, mais je n'ai que cette vidéo et le son est un petit peu de mauvaise qualité. Mais en tout cas, on comprend l'essentiel. Je vais vous montrer. Pour 2025, en avant-première pour Vivatech,
on va parler de Tutti. Tutti qui est notre nouvel agent conversationnel. On parlait d'émotion, là c'est aussi une conversation dans la ville avec beaucoup d'émotion, parce que vous allez voir que quand vous le testez, si vous y allez tout à l'heure, il est capable de travailler avec vous sur les émotions, sur la façon dont vous lui parlez, de s'adapter à un public. Je parlais des enfants, si vous lui dites parler comme à un enfant de 6 ans, il va vous parler en tant qu'enfant de 6 ans ou comme un adulte. Et en fait, c'est ce qu'on a voulu être, c'est quelque chose qui renouvelle un peu le genre du commentaire, parce que plutôt que d'enregistrer des commentaires aussi bien enregistrés et aussi qualitatifs soient-ils, là, on arrive sur une conversation et donc ça répond toujours un petit peu mieux à vos attentes. Ce que tu dis, c'est pas du speech to text ou text to speech, c'est vraiment du voice to voice, c'est une conversation. Il répond à toutes vos questions. On est dans l'expérience, on est dans le bus, on écoute un commentaire, et si on veut en savoir plus, par exemple, on dit mais dis-moi un peu plus, Tutti, sur comment a été construite la Tour Eiffel. Donc il est capable de vous sortir des documents, vous êtes capable de prendre des photos et de lui demander qu'est-ce que c'est que ça, et il vous dit ce que c'est. Il vous donne des anecdotes, si vous lui demandez par exemple, donne-moi 3 anecdotes sur la Tour Eiffel, sur cette construction, il va vous les chercher, il va vous les donner. Et il est évidemment capable de géolocaliser en temps réel où vous êtes. C'est multilingue, une 50aine de langues. Vous vous sentez vraiment en connivence, on va dire, culturelle avec l'agent conversationnel qui vous parle dans votre propre langue. C'est des contenus qui ont été faits par les équipes Toutbuzz, qui ont été sélectionnés, choisis, mais aussi écrits par les équipes Toutbuzz, parce que c'est pas quelque chose qui va juste une open source aller chercher du Wikipédia, ça va chercher des contenus originaux qui vous sont retranscrits dans ce ton original de la marque. Donc, tout ça a été effectivement travaillé avec les équipes Toutbuzz et les équipes de l'innovation du groupe, avec évidemment une agence qui nous a aidé absolument, qui maîtrise ces technos et qui les a utilisés pour nous. Et ça montre aussi comment le B2C, dans cette petite activité finalement qui représente une toute petite activité chez RATP, parce que par ailleurs on gère évidemment des contrats de transport public partout dans le monde, peut nous servir de laboratoire pour ensuite injecter de l'expérience client au niveau du transport public, parce que finalement ça, on a poussé très très loin en termes d'expérience et de qualité de service expérientiel pour les clients. On peut aussi utiliser cette brique pour la mettre au service du transport public d'une région, d'une ville qui aurait besoin d'avoir un agent conversationnel comme ça au service de ses voyageurs. Donc voilà pour l'outil Tutti, hein, donc du coup vous l'aurez compris, qui sera un agent voice to voice avec lequel vous allez pouvoir discuter, qui sera dans votre poche et qui pourra vous donner des précisions sur des différents monuments que vous allez croiser ou etc. Peut-on être innovant? Oui, je vois qu'il y a une question. Peut-on être innovant sans mettre un gros budget dans l'outil IA? Ben oui, hein, je vous l'ai montré ici avec le moulin de Flixecourt, hein, notamment. On est sur une petite communauté de communes qui n'a pas forcément un budget forcément très important. Moi, toutes les offices de tourisme que j'ai en formation eh bien, innovent aussi grâce à l'intelligence artificielle sans forcément déployer des ressources budgétaires très importantes. En fait, voilà, il faut vraiment se faire s'approprier l'outil, pardon, et faire preuve de sa créativité. Mais l'office de tourisme d'Annecy, la vidéo dont je vous ai montré, que je vous ai montré tout à l'heure, a été réalisée avec la plupart soit des outils gratuits, soit des petits abonnements à des plateformes d'animation via intelligence artificielle. Donc oui, on peut être innovant sans mettre un gros budget dans l'outil IA.
Il y a aussi d'autres applications, la traduction en temps réel, bien sûr. Maintenant, on a, vous savez, les AirPods d'Apple là, qui arrivent avec la traduction directement dans les oreilles. On a ChatGPT, hein, tout simplement. Si on lui donne le rôle de traducteur, qu'on utilise le mode vocal et qu'on a quelqu'un en face qui parle en italien, en néerlandais ou que sais-je, et qu'on veut faire la traduction, eh bien, il est capable de nous faire la traduction en temps réel. On a aussi des outils qui permettent de prévoir la fréquentation et les comportements des visiteurs. Ça, notamment, c'est très bien utilisé, par exemple, au Puy du Fou, puisque certains peut-être sont déjà allés, mais le Puy du Fou comment dire, publie ses programmes de spectacle au jour le jour en fonction justement de la fréquentation pour fluidifier l'expérience des visiteurs. Ils rajoutent ou ils enlèvent des spectacles en fonction de la fréquentation. Donc ça, c'est pareil, c'est un outil d'IA qui prévoit la fréquentation et le comportement des visiteurs et qui permet de planifier tout ça. On a aussi la personnalisation de l'expérience d'achat, hein, donc c'est ce que je vous disais avec les fameux cookies qui permettent de suggérer des contenus et pourquoi pas, des forfaits touristiques. On a également la possibilité, grâce à l'IA, d'assister les forces de vente grâce à un chatbot. Donc, on met à disposition des conseillers en séjour ou des vendeurs de tourisme un chatbot avec plein d'informations sur notre destination et qui permettent d'avoir des informations en temps réel. Voilà, sur le territoire, etc. Donc, qui permettent vraiment de gagner du temps et en efficacité. Dans tous les cas d'application, et ça c'est très important que je le précise, dans tous les cas d'application dans le tourisme, l'humain est omniprésent, d'accord? L'humain reste le central, puisque dans le tourisme, on est vraiment sur l'échange, on est vraiment sur le partage, sur l'expérience, et donc on ne peut pas, en tout cas pas encore, se passer de l'humain. N'oubliez pas, l'intelligence artificielle est là pour vous faire briller et pas pour vous remplacer, d'accord? Elle ne remplacera pas votre expertise et votre connaissance fine de la destination, votre sensibilité, votre intelligence émotionnelle, votre éthique et votre morale. Vous restez le maître de l'intelligence artificielle et pas l'inverse. Est-ce que vous avez des questions? Donc, vous avez le questionnaire de satisfaction en QR code que vous pouvez, je vous remercie d'y répondre. Et puis, on vous propose avec Rémi une formation sur gérer la répétition à l'aide de l'IA en avril l'année prochaine. Elle n'est pas encore mise en ligne, bien entendu. Je suis en bouclage du catalogue de professionnalisation pour 2026. Mais voilà, vous pouvez... Vous en avez en tout cas l'information si vous êtes intéressé par ce sujet. Ça sera sur juste une journée. Et avec Rémi, je vous remercie. Pas de questions? Eh bien non, a priori, pas de questions. Merci de votre présence et à très bientôt pour d'autres webinaires. Au revoir. Au revoir. Merci.